Bienvenue, vous êtes sur Al24, pile à l'heure pour le rendez-vous de l'information avec l'Afrique. Rendez-vous à retrouver chaque soir à 20h45. L'édition du jour mettra pour commencer le cap sur la Tunisie où des mots prononcés mécontentants les autorités de Carthage, jugeant la sortie disproportionnée, mots signés du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lequel s'est dit inquiet de la situation sociopolitique de notre voisin, avançant même y voir le syndrome d'un futur effondrement. Une telle sortie est un peu malencontreuse au moment crucial où la Tunisie est en quête de confiance internationale, tentant d'encourager les investisseurs et le retour en nombre des touristes, secteur actuellement fortement fragilisé à cause d'une grave crise économique survolant le pays. Donc des propos malencontreux. On l'a dit, on sait qu'une délégation de l'UE est attendue dans le pays. Le ministre tunisien des Affaires étrangères et de la migration, pour sa part, Nabil Ammar, dans un communiqué, rappelle que, quelles que soient les contingences, la résilience du peuple tunisien au cours de son histoire n'est plus à démontrer. On part brièvement en Libye où l'étape vers l'organisation des élections est sans doute en marche. Le président du Conseil, Mohamed Menfi, se montre en tout cas optimiste. Il a d'ailleurs félicité le Conseil d'État et la Chambre des parlements, lesquels ont retenu un amendement de la déclaration constitutionnelle. Première étape donc pour rattacher la Libye à la législation fondamentale, c'est-à-dire remettre le texte constitutionnel au centre des débats. Menfi également renouvelle l'appel à l'élargissement de la participation, ce qui concerne le processus électoral. Autre sujet du jour, on va évoquer les narco-États. Hier, le Mexique de Rodríguez Araujo ou le Panama de Manuel Noriega étaient connus pour engranger un gigantesque trafic de drogue, si important que l'ensemble des circuits des institutions étaient vérolés, menaçant parfois l'État régalien lui-même. Justement, le Maroc est-il en train d'en prendre le schéma? C'est un secret de Polichinelle que de dire que la contrée qui se targue de tradition spirituelle, à côté de laquelle l'ensemble des pays limitrophes ne serait que confetti païen, est le premier producteur mondial de la résine de cannabis. Pourtant, jamais de débat autour de cette question au sein du Marzen, à la devanture si sémillante. Pourquoi ? Parce que tout bonnement, on parle d'un trafic de drogue normalisé, générant entre 20 et 35% des recettes du royaume, employant des centaines de milliers de pauvres marocains. Autre chiffre, l'économie de la drogue rapporte plus de 10 milliards de dollars aux barons locaux, argent qui ne profite pas aux pauvres kidam, mais blanchi ailleurs, en Europe forcément. Neila Hamoud. Le Maroc demeure le principal pourvoyeur de drogue. Chaque année, d'énormes quantités de cannabis et de drogues hybrides en provenance de ce pays sont saisies par les services de sécurité aux frontières algériennes. Le Marzen, qui a légalisé sa production, couvre les crimes des passeurs. Il s'agit d'une stratégie systématique et machiavélique visant à déstabiliser l'Algérie et menaçant l'économie et la sécurité de toute la région. Une énième manœuvre dénoncée à la tribune des Nations Unies à Vienne, en Autriche. Président, je sais que mon discours ne plaira pas au premier producteur mondial de cannabis qu'est le Maroc, mais les faits et les chiffres sont là pour l'étayer. En Algérie, chaque année, d'énormes quantités de cannabis sont saisies. Pour la seule année 2022, plus de 58 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en provenance du Maroc, ainsi que 5 kilos d'herbes de cannabis, 94 kilos de graines de cannabis et 2485 plants de cannabis. Dans son discours devant la 66e session de la Commission des stupéfiants de l'ONU, Fawzia Boumaïza Mebarki, représentante permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à Vienne, a souligné la dangerosité de la manœuvre marocaine et estime que les répercussions de cette pratique sur les populations sont néfastes et par là même met en garde la communauté internationale. Ce n'est plus possible de nous taire face à l'hostilité croissante du Maroc dans le déferlement de cannabis, ainsi que la cocaïne, les psychotropes et l'ecstasy sont un des moyens d'agression. L'Algérie exhorte la communauté internationale à prendre la juste mesure de cette interconnexion extrêmement préoccupante en termes d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale.
L'Algérie continue d'œuvrer à l'approfondissement de la lutte contre ce fléau ravageur dont l'argent généré par ce trafic illicite sert à financer le terrorisme. Une visite pour marquer 40 ans de relations diplomatiques, celle du président sahraoui Brahim Ghali au Venezuela, où il a rencontré les plus hautes autorités de l'État, dont bien entendu Nicolas Maduro. L'importante délégation sahraoui faisant partie du voyage a également débattu avec les représentants d'organisations latino-américaines et caribéennes qui ont réitéré leur soutien à la cause légitime du peuple sahraoui dans la lutte pour son droit à l'autodétermination et l'indépendance. Occasion pour dire que les relations entre le continent sud-américain et la République sahraoui datent depuis longtemps. La visite d'État conduite par le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali au Venezuela se poursuit et porte un signal fort sur la solidité des relations entre les deux parties. L'occasion a été saisie pour réitérer la volonté d'aller de l'avant vers l'approfondissement de la coopération. Dans ce sillage, le président vénézuélien Nicolas Maduro et son homologue sahraoui devront signer plusieurs accords bilatéraux. Le président sahraoui Brahim Ghali a, dans un geste hautement symbolique, rendu hommage à la figure de Simón Bolívar, le libertador de l'Amérique du Sud. À ce propos, la perspective de renforcement des relations entre la RAST et la zone latino-américaine et caribéenne s'illustre par plusieurs facteurs. On citera notamment la décision du président colombien Gustavo Petro de rétablir les liens diplomatiques juste après son investiture à la magistrature suprême. Cette décision a suivi celle prise par le président mexicain Juan Manuel López Obrador. Pour sa part, le chef de la diplomatie du Honduras, Gerardo Torres Zelaya, a conduit une visite dans les camps de réfugiés de Tindouf, entérinant la reprise diplomatique ainsi que le soutien de son pays à la cause légitime du peuple sahraoui, luttant pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans ce sillage, le congrès du Front Polisario, représentant unique et légitime des aspirations du peuple sahraoui, a également illustré la percée diplomatique de la RAST, sous le signe de l'intensification de la lutte pour l'indépendance, avec laquelle se sont solidarisés des dizaines de représentants d'organisations et de gouvernements de par le monde. À ce propos, le 3e Forum mondial des droits humains a été ouvert à Buenos Aires par le président argentin. Une déclaration internationale a été publiée par plusieurs organisations de défense des droits humains liées à la plateforme latino-américaine et caribéenne de solidarité avec le peuple sahraoui. Celles-ci ont dénoncé la présence de représentants du régime d'occupation marocain à l'occasion de cette manifestation internationale consacrée à la défense des droits humains. Si la proximité entre la RAST et les mouvements progressistes en Amérique latine n'est plus à démontrer, plusieurs indices augurent de l'horizon de l'élargissement du front de solidarité avec la cause sahraoui et son représentant légitime. Le dernier signe en date est probablement le retour au pouvoir du président Lula da Silva au Brésil. Dernier sujet du jour, en Afrique, une personne sur 3 est affectée par le manque d'eau. Actuellement, environ 400 millions de personnes sur notre continent n'ont pas accès à l'eau potable. La situation est surtout inquiétante dans certaines contrées subsahariennes ou dans la Corne africaine. Inquiétant, assurément, et le pire est devant nous si rien n'est fait, d'après un rapport de l'UNICEF. Ils sont 190 millions d'enfants vivant dans 10 pays africains à être exposés à la conjugaison de 3 menaces liées à l'eau, le manque d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme à la veille de la conférence de l'ONU sur l'eau, prévue du 22 au 24 mars à New York. C'est au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Somalie ou encore au Tchad que cette triple menace s'avère la plus grave, l'Afrique de l'Ouest et centrale étant l'une des régions du monde les plus marquées par l'insécurité hydrique et les changements climatiques. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, près d'un tiers des enfants n'ont pas accès à des installations d'approvisionnement en eau dans leur foyer et les 2 tiers ne disposent pas de services de base en matière d'assainissement. Ces pays sont aussi ceux où le nombre de décès d'enfants dus à des maladies causées par un manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène telles que les maladies diarrhéiques est le plus élevé. 6 pays sur 10 ont ainsi connu des épidémies de choléra au cours de l'année écoulée. Au niveau mondial, plus de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies liées aux 3 menaces en raison de la rareté de l'eau, dont environ 2 sur 5 dans ces seuls 10 pays d'Afrique. Et c'est la fin de notre édition du jour. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse en compagnie du bulletin météo tout en vous souhaitant une agréable soirée.